Bonsoir à tous. À la une de ce journal, le Cameroun fait partie des États africains les plus conflictuels et insécurisés de la planète. C'est du moins ce qui ressort du rapport de Global Peace Index. Le pays est classé 145e mondial, une situation due à la flambée des violences meurtrières dans les régions anglophones et la lutte contre le terrorisme à l'extrême nord du pays. La gestion de ces multiples crises est contestée dans l'Hexagone, à tel point qu'une manifestation contre le chef de l'État alimente de vifs débats dans les milieux politiques. Vous suivrez dans ce journal la réaction de l'opposition critiquant l'attitude du gouvernement et du parti au pouvoir, estimant qu'il y a eu un échec dans l'organisation de la manifestation de certains activistes de la diaspora. À la veille de la fête de la Tabaski, la cherté du mouton et la rareté des clients inquiètent des bergers. Dans la région du soleil levant, ils se font rares, une situation liée au contexte sanitaire et les répercussions économiques du Covid-19 ayant réduit le pouvoir d'achat de la communauté musulmane. Nous en parlerons au cœur de ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Une famille est inconsolable à Kribi, dans le sud. Leur fille, après avoir échoué le cap, s'est suicidée. Son corps a été retrouvé ce matin. Elle s'est jetée dans l'embouchure du fleuve Kienké. Tous les efforts des maîtres nageurs ont été vains pour la sauver. Les circonstances de ce drame avec Joseph Abena. Là-bas, il a vu la pluie plonger. À un moment donné, le coup de temps quelque part là. Là où on peut plus retirer là. Il y a aussi un autre pêcheur qui a certifié qu'il a vu les mains sortir 3 fois. C'est la 3e fois là que la fille est descendue totalement. Vous le voyez en image, le témoignage de l'un des maîtres nageurs sur les circonstances de ce drame. Cette jeune fille qui s'est jetée dans l'embouchure du fleuve Kienké et qui s'est noyée. Elle s'est suicidée alors qu'elle avait échoué à l'examen du cap. Le continent africain confronté aux multiples crises. Au Cameroun, c'est l'enlisement de la crise anglophone qui inquiète toutes les communautés. Au sein des prêtres jésuites, on constate qu'il y a une mauvaise gestion des multiples crises qui secouent le Cameroun, notamment la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest, 2 régions où des violences meurtrières se sont multipliées ces derniers mois. Des jésuites qui esquissent des pistes de solutions au gouvernement, mais également aux autres parties prenantes dans ce conflit armé qui dure depuis près de 4 ans. Explication avec Dallas Kana et Gladys Sidi. Les prêtres jésuites se penchent sur les crises qui secouent le Cameroun depuis quelques années. Face aux atrocités commises jusqu'ici et la liste des morts qui ne cesse de s'allonger, ils estiment qu'il est plus que jamais temps de reconsidérer la place de l'humain dans notre société. Comme chrétien, je suis touché dans ma foi. Encore plus comme un prêtre. Voilà. Je viens de Kumbo. Et j'ai perdu ma maman l'année dernière. Et jusqu'à aujourd'hui, je n'ai même pas eu la possibilité d'aller voir sa tombe. On a des familles où on a des personnes dispersées. Il n'y a pas une seule famille qui n'est pas endeuillée dans cette zone-là du pays, du Cameroun. Ils reviennent sur les mots qui ont fait leur lit au sein de la société camerounaise, qui sont banalisés aujourd'hui et qui pourtant sont à l'origine des tensions sociales. Et on est quand même choqué de voir que la réalité humaine, l'être humain a diminué sa dignité au Cameroun. Il y a beaucoup plus de prostitution, de vols, de famine, des familles désintégrées, les enfants abandonnés au Cameroun maintenant plus que jamais.
puisqu'on a connu dans le passé. Et ça interpelle ma foi. Est-ce qu'on peut dire que nous avons tous les mêmes opportunités? Point d'interrogation. Comment donc sortir des crises sociopolitiques et retrouver une société dans laquelle chaque maillon est considéré à sa juste valeur? Les prêtres jésuites pensent qu'il faut revenir aux véritables valeurs. Est-ce qu'il n'y a pas une crise dans les crises? En fait, c'est l'homme qui est en crise. C'est-à-dire, si réellement on avait toutes les valeurs, on avait développé les valeurs africaines, de solidarité, de respect, la personne humaine, ainsi de suite, on ne tomberait pas. Donc, au lieu de voir seulement cette guerre qui est là, vous voyez, il faut plutôt voir, mais la cause même derrière, c'est quoi? Il ne faudrait pas que nous nous enfermions dans toutes les crises, qu'elles soient sanitaires, qu'elles soient sécuritaires, politiques, économiques. En fait, c'est l'homme qui est en crise, bien entendu. Donc, il faut investir sur l'homme, il faut aider l'homme à se redécouvrir. Qui est-il réellement? Les prêtres jésuites venus de plusieurs pays africains se sont retrouvés dans la ville de Douala afin d'évoquer des questions qui minent le continent et apporter des propositions. Cet enlisement de la crise anglophone fait partie des revendications des activistes de la diaspora ayant manifesté le week-end dernier à Genève contre le président de la République du Cameroun. 48 heures après cette protestation, elle alimente de vifs débats dans les milieux politiques. L'opposition estime que ces multiples contestations contre le pouvoir sont la conséquence de la malgouvernance et des dérives totalitaires dans le pays. Dans les rangs du parti au pouvoir, la manifestation était un échec et les revendications restent infondées et n'ont aucune portée politique. Le regard croisé de la classe politique sur cette protestation des activistes de la diaspora, c'est dans ce reportage signé Donald Brice Kamgan. La mobilisation des Camerounais devant l'hôtel intercontinental à Genève, où loge le chef de l'État camerounais, focalise toujours l'attention de la classe politique. Sur cette contestation, le RDPC met en avant l'interdiction prise par les autorités suisses. Interdiction bravée par les membres de la brigade anti-Sardinard, initiatrice de l'événement. Les manifestants camerounais avaient prévu qu'ils seraient 5000. Ils ont été une centaine. Ça veut dire que ça a été un échec total. Deuxièmement, et ce que vous n'avez pas dit, cette manifestation a été interdite par le gouvernement suisse, à la requête du ministre directeur de cabinet civil qui a saisi les autorités gouvernementales suisses. La manifestation de Genève a été un franc succès du point de vue de Maître Lavoisier Tsapi, qui dit ne pas comprendre la difficulté pour le pouvoir à adresser les problèmes posés, entre autres la double nationalité, les questions de malgouvernance au Cameroun, les crises en cours et notamment celles des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Nos soldats se font tuer inutilement. Les populations civiles du Nord-Ouest et du Sud-Ouest sont massacrées pour rien. Qu'est-ce qui coûte au chef de l'État d'ouvrir un dialogue pour mettre fin à cette crise-là? Et si les Camerounais le revendiquent et le disent, c'est de leur droit le plus absolu. Pierre-Emmanuel Bignam pense que la mobilisation de Genève comble un vide créé par les interdictions systématiques des manifestations de l'opposition au Cameroun. Tous ceux qui sont ici et qui sont militants de partis politiques et qui n'ont jamais eu la possibilité de manifester, lorsqu'ils se retrouvent de l'autre côté, qu'est-ce qu'ils ont à faire? Ils manifestent parce qu'ils se sentent libres d'exprimer leur opinion politique, d'exprimer leur ras-le-bol sur la malgouvernance du Cameroun. Donc moi je pense que globalement le message est passé. Une centaine de Camerounais se sont mobilisés samedi contre la présence du président camerounais à l'hôtel intercontinental de Genève en Suisse. Un rassemblement au cours duquel ils ont interpellé Paul Biya sur les détournements de fonds publics au Cameroun, l'enlisement de la crise anglophone et sa longévité au pouvoir. Dans l'actualité, la fête de la Tabaski se prépare dans la morosité à Berthois, capitale régionale de l'Est. Le marché du mouton est fourni, mais des bergers se tournent les pouces et redoutent un chiffre d'affaires en deçà de leurs prévisions. Le contexte sanitaire et les répercussions économiques ont un impact sur le pouvoir d'achat de la communauté musulmane dans cette partie du pays. D'autres précisions avec Benjamin Essam. Contrairement aux années précédentes, le marché du mouton est florissant à Berthois. La clientèle moins nombreuse n'a que l'embarras du choix.
n'y a pas de demandeurs, il y a aussi beaucoup de moutons, le marché. Je vois comment ils portent de là-bas pour amener ici. C'est ça que moi j'ai compris. Je vois que le prix ici, c'est moyennement par rapport à ce qu'ils vont payer là-bas. C'est ça que je vois que c'est un peu... Pour l'édition 2021 de la Tabaski, le prix du mouton varie de 40 à 150 000 francs. Moi, je ne sais rien pour ça, parce que le mouton n'est pas ici à côté, ça vient de loin. Voilà pourquoi ça a un peu augmenté le prix. C'est parce qu'il y a eu Corona qu'on a eu même beaucoup de problèmes cette année. Les moutons vendus ici proviennent du Grand Nord et les vendeurs sont confrontés à quelques difficultés. C'est encombré ici, comme les gens sont venus nombreux du Nord. Quand ils transportent le marchandise de l'extrême nord pour arriver ici, là, il y a les autres qui vont mourir dans la route là, comme la route est un peu longue. C'est ça qui nous fait souvent peur. Au petit marché du mouton de Kano s'est développé des petits métiers. Entre nettoyage des bêtes et gardiennage, des vacanciers trouvent bien leur compte. Je surveille les moutons. Quand je surveille, je reste assis. Si les moutons vont loin, je vais aller chercher. Mais si les moutons reviennent, je reste jusqu'à 17h. Le soir, on me paye, je rentre chez moi. On te paye combien? On me paye 500 francs. Sur un tout autre plan, pas de répit pour les couturiers du marché central de Berthois. Ici, il faut faire vite pour livrer le boubou du client à temps. Pour l'instant, ça va. Il n'y a pas le problème de la coupure de lumière. On arrive à remettre les habits des clients au bon moment. Et dans les chaumières, on a mis les petits plats dans les grands pour que la viande du mouton, entre prière et dévotion, soit dégustée en famille avec des amis. Le prix du mouton est en nette augmentation à Koutaba, dans le département du Noun, région de l'Ouest. Des fidèles musulmans s'en plaignent. Ils prévoient d'organiser la célébration de la fête de la Tabaski en fonction des budgets qui ont été revus à la baisse en raison de la crise sanitaire. Mama Soufo et Vivien Tonfak. Au marché du bétail de Koutaba, dans le département du Noun, ce fidèle musulman négocie l'achat d'un bélier, mais la somme exigée est plus élevée que ce qu'il avait prévu. Les moutons sont chers cette année parce qu'il y a manque de moutons. Les moutons sortaient du nord-ouest. Bon, il y a les crises anglophones là qui fait que les moutons ne viennent pas. Les vendeurs n'ont plus la possibilité de descendre avec les moutons. Pendant que les moutons sont très convoités, les bœufs, eux, attendent désespérément preneurs, alors que leurs prix sont nettement abordables. Chez cet autre musulman, l'équation du mouton est déjà résolue. Ce n'était pas très à la portée comme plus qu'avant. C'était plus cher. Toutefois, c'est une obligation pour nous. Je voudrais dire que c'est une adoration. Il sait même déjà sous quelle forme il va le servir à ses convives. Il dit la fête du mouton, dit cuisson, dit braise, le mouton au méchoui, le mouton à la braise, toute forme de transformation que subit ce mouton. Dans les ménages, les préparatifs vont bon train. Même les enfants sont mis à contribution pour permettre aux fidèles de sa ville d'exprimer leur foi à Allah dans des meilleures conditions. Le maire de Koutaba a pris certaines dispositions. Nous avons sensibilisé sur l'utilisation des mesures barrières, à savoir le port des masques, le lavage des mains avec des solutions hydroalcooliques. Et ces dispositions seront prises demain au mot de piété, partout où les fidèles vont aller prier. Peuplé essentiellement de musulmans, Koutaba est paré pour la fête du sacrifice. Comment se déroulent les préparatifs de la fête de la Tabaski à l'extrême nord du Cameroun? Des équipements marchands ont été inaugurés et des espaces réservés à l'achat des moutons approvisionnés au grand plaisir de la communauté musulmane qui s'active pour la célébration de cette fête religieuse. Des précisions avec Amadou Daïrou, Warren Zede et Achille Kamga. Attendu depuis plus d'un siècle, le marché de bétail de Maban sort enfin de terre. Il aura coûté la bagatelle somme de 30 millions de francs CFA selon les autorités communales. Un espace marchand qui fait du bien aux populations locales, elles qui ont souvent bravé
des centaines de kilomètres afin de se procurer une bête. Nous sommes dans la joie. Enfin, un marché attendu par nos parents depuis plus de 50 ans. Maintenant, fini les déplacements pour aller chercher les bétails 20 à 30 km de chez nous. Nous remercions Dieu. Localité dépaysée dans le Diamaré, Mabang, qui manque de diverses infrastructures sociales, peut se vanter d'avoir ce marché qui constitue désormais un pôle d'attraction pour les riverains et visiteurs. Nous voulons dire à l'attention du public que c'est depuis plus de 50 ans qu'il n'y a jamais eu de marché à bétail dans notre arrondissement. C'est donc une immense joie et un plaisir pour toutes les populations dans leur ensemble de bénéficier de ce marché qui en réalité est un fleuron pour les uns et les autres. Le marché de Mabang permettra non seulement aux commerçants de pouvoir écouler leurs produits, mais aussi de booster l'économie locale en général. D'ailleurs, et c'est l'autre bonne nouvelle, les vendeurs de bétail de ce marché seront exonérés de taxes durant un mois. D'abord, pour moi, c'est un souhait que je mets à l'endroit de tous les commerçants à bétail et les propriétaires des bêtes que nous sommes. Parce que l'arrondissement de Mairie, je donne un mois, c'est-à-dire 4 dimanches sans prélèvement de taxes. Ça, c'est à l'attention des commerçants à bétail et même les vendeurs de bétail. À peine inauguré, le marché de Mabang a été pris d'assaut par les commerçants, acheteurs, visiteurs et curieux. Et à quelques heures de la fête de la Tabaski, les têtes de mouton s'arrachent ici comme des petits pains. Sur les circonstances de l'accident ayant causé la mort d'une jeune femme et impliquant l'artiste de musique urbaine Ténor, de nouvelles révélations permettent de mieux comprendre cette histoire et de reconstituer l'histoire d'une virée nocturne ayant mal tourné pour des passagers et chauffeurs complètement sous et conduisant à tombeau ouvert dans les rues de Douala. Alors que le manager de l'artiste dédouane Ténor et insiste sur l'existence d'un chauffeur non identifié ayant pris la fuite, le collectif de soutien à la famille de la défunte Erika clame le contraire. Que s'est-il réellement passé? Quels sont les nouveaux éléments permettant de reconstituer le puzzle dans cette affaire? Nos reporters, Roméo Ngula, Dallas Chana et Cédric Dim ont poursuivi leurs investigations. Voici un nouvel épisode dans l'enquête d'Equinox Télévision. Une bougie sur le seuil de la porte qu'elle ne franchira plus jamais. Une façon pour les étudiants de l'université catholique Saint-Jérôme de rendre hommage à la jeune Erika Mouliom qui a trouvé la mort lors d'un accident de circulation alors qu'elle revenait d'une virée nocturne en compagnie de l'artiste de musique urbaine Ténor. Une affaire autour de laquelle planent des zones d'ombre. D'abord, sur la possible nationalité belge de la victime et sur son âge, où des spéculations allaient bon train. À ce propos, Alphonse Aïssi Abena, membre du collectif de soutien à la famille d'Erika, précise. Il a fallu rétablir les faits. Erika Mouliom est née à Douala le 15 octobre 2001. Elle est de nationalité belge. Autre zone d'ombre, l'identité de la personne au volant lors de cette nuit fatidique. Le manager de l'artiste, dans un communiqué publié sur la page de ce dernier, essaiera de dédouaner son poulain en désignant un conducteur X qui se serait enfui, abandonnant les accidentés sur place. Suite aux critiques virulentes et aux interrogations, le communiqué sera retiré. Plusieurs témoignages désignent l'artiste comme le conducteur du véhicule, parmi lesquels une vidéo amateur. Ils étaient à toi. Mais ça passait sur ça. Voilà, Des témoignages auxquels viennent se greffer celui du collectif de soutien à la famille de la victime qui enrichit en précisant que l'artiste, dans un état d'ébriété avancé, a décliné les offres qui lui ont été faites de se voir accorder un chauffeur de circonstance. Elle était accompagnée de cet artiste qui était au volant
en état d'ébriété. Les exploitants du débit de boissons, là où ils ont eu leur virée nocturne, ces exploitants ont refusé qu'ils prennent le volant. Il a insisté, il a pris le volant et le drame est survenu. La famille, encore sous le choc, a intenté une procédure judiciaire en saisissant le procureur de la République. Le couloir de l'université et le balcon d'Erika, eux, n'entendront plus jamais résonner ces cris enjoués. Autre sujet d'actualité, la corruption et les violations de la loi sont érigées en règle dans le secteur forestier au Cameroun. Après une enquête minutieuse menée dans certaines forêts communautaires, il se pose un manque criard de traçabilité, de certification de la légalité du bois, d'où l'appel de la société civile à réviser les textes sur l'exploitation des forêts communautaires au Cameroun. Explication avec Emmanuel Diop et Marcelin Gansop. L'exploitation et le commerce illégal de bois, on le vend en poupe au Cameroun, ce qui met en péril la durabilité des ressources naturelles, tout en privant l'État et les communautés des recettes qui leur sont normalement destinées. Si on applique la légalité, c'est pour que les recettes de l'État soient correctes, qu'il recouvre davantage. Si on applique la légalité, c'est pour préserver l'environnement, parce que les règles d'exploitation sont connues et ça amène tout le monde à exploiter selon les règles et à protéger l'environnement. Mais surtout, pour les forêts communautaires, si on applique la légalité, c'est pour augmenter leur niveau de vie. Ils auront un peu plus de revenus et sur cette base-là, ils pourront mettre en œuvre un ensemble d'activités génératrices de revenus dans leur communauté. C'est dans l'optique d'améliorer le respect de la légalité et d'assurer la traçabilité du bois produit dans les forêts communautaires qu'un système de vérification communautaire a été mis sur pied. Cette mise à niveau consistait à les accompagner à avoir tous les documents légaux nécessaires listés dans la grille de légalité de l'APV et ensuite à démontrer de la traçabilité de leur bois, parce que comme vous savez, pour parler de la légalité du bois, il faut dire d'abord que l'entité qui exploite la forêt, elle est légale, mais il faut à tout moment pouvoir démontrer que le bois qui circule vient de cette entité. Donc il fallait mettre en place tout un système de traçabilité pour cela. L'accompagnement du SAILT ne s'est pas déroulé sans quelques difficultés. D'abord, sur un plan technique, les documents qu'il faut fournir étaient complexes pour les communautés et en plus ils étaient assez chers. Comme deuxième contrainte, on a enregistré un individualisme dans les communautés. Il était parfois difficile d'implémenter certaines actions parce que les communautés se positionnaient entre le projet et les gestionnaires des forêts communautaires. Cet accompagnement a également permis de mettre à nu la corruption qui s'est enracinée dans la chaîne d'approvisionnement et de commercialisation du bois au Cameroun. Nous avons enregistré durant le transport des taxations informelles en lien avec le transport parce que le bois qui se retrouve en circulation sur nos routes, il y a beaucoup de bois illégal qui est souvent blanchi avec les documents des forêts communautaires. Donc, même quand le bois légal des forêts communautaires se retrouve sur la route, on a toujours tendance à les associer avec un bois illégal. Et là, tous les postes de contrôle qui sont en route ont déjà défini des tarifs à payer pour pouvoir laisser ce bois circuler. Au moment où le projet rentre en gare, il est plus qu'urgent pour le gouvernement de penser à la révision des textes encadrant la gestion des forêts communautaires. Les expériences vécues à Doumé et Dimako, dans la région de l'Est, n'étant en réalité que l'arbre qui cache la forêt de l'illégalité, qui a fait son nid dans le secteur forestier au Cameroun. La rigueur intellectuelle, la probité morale, le professionnalisme, l'indépendance dans le traitement équilibré des informations exclusives font d'Equinox une télévision où des professionnels travaillent. C'est le constat que fait le porte-parole du gouvernement, René Emmanuel Sadi, a apprécié le professionnalisme des journalistes du groupe Equinox. Il a visité les studios de production haute définition. Il a échangé avec le président directeur général du groupe Séverin Tchonke sur la déontologie et l'éthique des valeurs partagées au sein du groupe Equinox. Il a pu s'entretenir avec les responsables administratifs sur les enjeux de l'actualité au Cameroun et demander aux journalistes de garder toujours leur indépendance. Évocation et les temps forts de cette visite du ministre de la Communication, c'est avec Sédek Chouna et Achille Kamga. Il est 16h40 lorsque le cortège du ministre de la Communication s'immobilise au rez-de-chaussée de l'immeuble siège d'Equinox Télévision. René Emmanuel Sadi et sa délégation sont accueillis par le personnel d'Equinox Télévision avec en tête le président directeur général Séverin Tchonke.
Après civilité d'usage, l'hôte du jour fait le tour du propriétaire. Premier arrêt, le bureau du patron des lieux. Bref échange avec le président directeur général, direction le 5e étage. Ici se trouvent les bureaux administratifs et la salle de rédaction. Sous la conduite du rédacteur en chef Cédric Noufélé, le ministre Sadi peut alors découvrir les visages qui se cachent derrière les voix des différents sujets diffusés dans les tranches d'information et plonger dans les coulisses de la fabrication des différents journaux. Je suis venu justement pour confirmer ça, l'option présidentielle de la démocratisation, la large démocratisation. Échanger avec Equinox, sa direction générale, ses acteurs principaux que vous êtes, M. Noufélé. Le périple du ministre de la Communication le conduit ensuite au 4e étage. Sous la conduite du directeur des programmes Serge Alain Otou, René Emmanuel Sadi découvre les différents plateaux des émissions et les multiples studios de production high-tech. Comme il est de tradition, le MINCOM va recevoir un cadeau du PDG d'Equinox Télévision, à savoir 2 bouquins pour nourrir la lecture du ministre. Vous n'êtes pas trompé, M. le Président. J'aime bien ça. La visite s'achève par un échange avec le président directeur général d'Equinox Télévision et l'ensemble du personnel. René Sadi profite pour partager son expérience de téléspectateur et surtout sa vision de ce qu'il considère comme un rapport sain entre les deux entités. Essayer d'échanger avec vous sur les voies et moyens de faire en sorte que l'option démocratique que le président de la République a choisie et qui est irréversible, qu'ensemble nous essayons de l'édifier, de la consolider, de la bâtir ensemble. Et c'est ça, et je pense qu'on peut le faire dans une espèce de logique consensuelle. Et c'est ça que j'ai voulu également, à l'occasion de cette visite, échanger avec vous. Le ministre de la Communication prend congé du personnel d'Equinox Télévision, visiblement satisfait de ce détour à la chaîne du peuple. Dans l'actualité internationale, le Cameroun fait partie des États africains les plus conflictuels et insécurisés selon le dernier rapport de Global Peace Index qui note que d'autres pays également font face à de nombreux conflits armés qui portent préjudice à la mobilisation des ressources pour le développement économique. Pendant ce temps, au Tigré, une offensive est annoncée par des rebelles de cette région afin de contrer l'arrivée des renforts des troupes gouvernementales. La mouture internationale est signée Nadine Gwanfo et Xavier Foka. Il s'agit d'un des plus grands scandales d'espionnage de cette décennie, mis à nu par une quinzaine de médias internationaux. Ceux-ci indiquent qu'au moins 50 000 personnes sont surveillées par une douzaine d'États grâce au logiciel Pegasus, conçu en Israël. Un logiciel qui permet de prendre le contrôle d'un téléphone, de donner accès à l'intégralité du contenu de l'appareil, ainsi qu'à son microphone et à sa caméra. L'enquête internationale indique que le service de sécurité marocain utilise Pegasus contre les critiques du pouvoir, contre des journalistes nationaux et internationaux. Une information non confirmée par les autorités marocaines. Les enquêteurs en charge de cette affaire promettent de nouvelles révélations dans les prochains jours. En Éthiopie, le conflit du Tigré menace de s'étendre à d'autres régions du pays. Les rebelles ont déjà lancé une offensive contre la région voisine, la région d'Amara. Après un appel du Premier ministre Abiy Ahmed, d'autres provinces éthiopiennes mobilisent leurs soldats. Les forces rebelles du Tigré assurent qu'elles ont lancé une attaque dans une autre province pour stopper l'arrivée des renforts. Selon l'édition 2021 du Global Peace Index, un indice de l'Institute for Economics and Peace basé à Sydney, 5 pays africains figurent parmi les 10 pays les plus conflictuels et insécurisés dans le monde. On retrouve dans cette liste l'Afghanistan, le Yémen, la Syrie, le Sud-Soudan, l'Irak, la Somalie, la du Congo, la Libye,
la République centrafricaine et la Russie. L'Afrique du Sud, théâtre de violence après l'incarcération de l'ex-président Jacob Zuma, pourrait rejoindre la shortlist des pays les moins en paix dans le monde. Et parlons à présent de football. Vous le savez, nous avons une rubrique consacrée à l'histoire du football sur le continent africain. Et ce soir, nous vous projetons sur une histoire, le boycott de la Coupe du Monde en 1966 en Angleterre par les pays africains. Le président de la FIFA de l'époque avait opté que le représentant du continent passe par les barrages pour espérer se qualifier, accordant en même temps 10 places à l'Europe et 4 à l'Amérique du Sud. Le président du Ghana, Kwame Nkrumah, et l'Éthiopien Tessama entraient alors dans une colère noire. Le récit de l'histoire du football africain, c'est avec Jean-Paul Founat dans Chemin de Cannes. Ce programme vous est offert par Kadibir. Notre patrimoine, c'est vous. In a London hotel, the draw for the World Cup. And Sir Stanley Rouse, president of FIFA, gives the order of matches for the 16 teams competing in this fortnight's festival. Here's a selection of some of the more interesting games. England versus Uruguay in the opening match on July the 11th at Wembley. Récoltant tranquillement les dividendes politiques du premier titre continental des Black Stars du Ghana, remporté à domicile en 1963, le président Kwame Nkrumah, qui suit désormais de très près toute l'actualité mondiale touchant l'image et l'avenir de l'Afrique, se voit perturbé en cette année 1964 par une décision inique de la Fédération internationale de football association. L'Anglais Sir Stanley Rouse, arrivé à la tête de la FIFA 3 ans plus tôt, décide d'offrir 10 places à l'Europe et 4 à l'Amérique du Sud pour la Coupe du Monde de football de 1966 en Angleterre. Une mesure jugée très inéquitable, totalement en défaveur de l'Afrique. La FIFA version Sir Stanley Rouse offre une très hypothétique place au continent dans cette compétition majeure. La meilleure sélection nationale africaine, à savoir les Black Stars du Ghana, champion d'Afrique, doit aller chercher son ticket de qualification dans un match de barrage contre le meilleur candidat de tout l'immense continent asiatique. Dans un tollé général, premier chef d'État à soutenir la CAF dans son appel au boycott de la fête mondiale du ballon rond au pays de Shakespeare, l'un des pères fondateurs de l'OUA, le Ghanéen Kwame Nkrumah. Le message passe 5 sur 5 auprès des autres chefs d'État. In the mid-1960s, Nkrumah wasn't alone in politicizing the football arena. CAF continued to be a staunch opponent of discrimination, opposing FIFA's allocation of one World Cup place between Asia and Africa. Both confederations subsequently boycotted the 1966 tournament. Stanley Rouse, sa FIFA et son pays font leur Coupe du Monde en 1966, sans un seul pays africain. And this might be wishful thinking. Remember England's recent match against Poland? England in white, playing right to left. Poland is not among the World Cup finalists, but her team, made up of coal miners and students, was able to show up some of the weak points of Alf Ramsey's hopefuls. Poland opened the scoring just before the interval. A pass from their outside right and centre-forward Sadek neatly foiled Gordon Banks. Le Britannique est alors traité de tous les noms d'oiseaux de mauvais augure, se rappelle ce journaliste FIFA. It was a stance that brought their strong-willed president, Tessema, into direct conflict with FIFA's English president, Sir Stanley Rouse. Pour eux, Stanley Rouse était un colon avec des préjugés de colon, sans respect pour les Africains. Frappé par ces virulentes critiques, Sir Stanley Rouse reste marqué au rouge, au point d'en faire mention 2 ans plus tard, au congrès de la FIFA de 1968, en ces termes. Personne à la FIFA ne veut voir se répéter les événements qui se sont déroulés à la veille de la compétition de 1966. Ainsi, le Maroc est le premier pays africain à disputer le mondial de 1970 au Mexique, 36 ans après l'Égypte, pionnière à la 2e Coupe du Monde de 1934 en Italie. Très remonté contre ce mépris du patron de la FIFA vis-à-vis du football africain,
Le sélectionneur vainqueur de la Coupe d'Afrique de 1962 avec les Walia Antilopes d'Éthiopie, Inekachu Tessema, en fera payer cash à Stanley Rousse en lui faisant perdre la présidence de la FIFA au congrès de 1974. Tessema et le président Kwame Nkrumah tenaient ainsi leur revanche sur le réseau des détracteurs d'un football africain en pleine expansion. Ce programme vous a été offert par Kadibir. Notre patrimoine, c'est vous. Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Autou et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. 2 ans et 7 mois après son arrivée au ministère de la Communication, le porte-parole du gouvernement, René-Emmanuel Sadi, est descendu à Douala et l'a tenu à venir comprendre la magie Equinox Télévision. Il a pu apprécier la qualité des studios de production high-tech qui ont été aménagés pour la production des émissions de qualité où les règles d'éthique et de déontologie sont scrupuleusement respectées. D'ailleurs, le ministre l'a reconnu, il est un fidèle téléspectateur de certains programmes d'Equinox Télévision. Il a salué les débats contradictoires relevés par des panélistes de haut vol. Il a échangé avec le président directeur général sur les contenus audiovisuels, sur les préparatifs également et la production de la CAN à venir et sur le rôle du ministère de la Communication dans le respect des règles et le fait de défendre également les différentes sorties gouvernementales. Serge Alain. Voilà, madame, monsieur, c'est l'essentiel. Equinox Soir, deuxième partie. Bonne soirée à vous, Cédric. Je vous souhaite une bonne soirée, Serge Alain. Et bonne fête par anticipation. Bonne fête également à toute la communauté musulmane au Cameroun et à l'international qui suivent Equinox Télévision. Voilà, madame, monsieur, dans un instant, la suite, Equinox Soir. Madame, messieurs, si vous nous rejoignez à l'instant, c'est Equinox Soir, émission d'utilité publique. Un plateau ce soir, Charles Elisan, Guy Laurent Kwam, le conseiller Vincent de Poliédé. À Paris, nous aurons sûrement, toujours, Alain Jules Meignet et Abdel Bam. Et on va commencer par lui. Lui, c'est Maître Augustin.